forge profondément les caractéristiques économiques et politiques de chaque pays, du nôtre en particulier, et par conséquent, les solutions visant à la profonde modification politique sont à base nationale. Il ne peut pas en être autrement. Autrement dit, la souveraineté nationale est une condition clé du développement de fond. Bien, alors, ces conditions, ces caractéristiques étant très rapidement décrites, voyons quelles sont les conditions pour de nouvelles perspectives, hein, sous hypothèse qu'on serait prêt effectivement à prendre le pouvoir. Alors, pour que cela perdure, selon l'expérience qu'on a historiquement sur l'Amérique du Sud ou ailleurs, la première chose à faire, c'est la répartition des richesses. C'est la condition fondamentale du développement économique d'ailleurs. Ça, c'est le premier élément. Ça ne peut se faire que par l'intervention des travailleurs dans leurs organisations productives. On l'a bien vu, en 1981, on a nationalisé. En fait, ce n'était pas une nationalisation, c'était une étatisation. Parce que les gens n'ont pas tellement cru à cette nationalisation. Ils se sont laissés faire après, au niveau des privatisations. Donc là, il faut que profondément, le travail de fond qu'on a à faire dans l'ensemble de nos organisations, c'est-à-dire qu'il faut prendre nos affaires en main. D'ailleurs, ils sont plus capables de gérer. Ils sont plus capables de gérer, bien sûr. Bon. Ou par diktat. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, vous n'êtes plus capable de créer des choses qui marchent. Donc nous, on sait comment il faut faire. Bien. Alors, évidemment, autour de ça, il faudra une souveraineté monétaire, soumission du système bancaire, ça a été vu tout à l'heure, hein, je reviens pas là-dessus. Et bien entendu, il faut que les effets d'une telle politique doivent être très rapides. Regardez ce qui s'est passé au Chili, ça n'a pas été assez rapide. Ce qui s'est passé au Venezuela, ça n'a pas été assez rapide. Je ne parle pas au Brésil, pourtant les forces étaient puissantes. Donc, à partir du moment on ne fait pas une petite marche forcée de ce côté-là, hein, alors évidemment, en face, on nous dira c'est pas démocratique, etc. Mais s'il n'y a pas d'effet rapide, on n'aura pas le soutien de la population. Et en ce qui concerne, je parlais à l'instant de la répartition des richesses, sur qui faut-il compter là-dessus? Ben, que sur nous-mêmes. Que sur les forces, comme nous on appelle les forces endogènes du pays. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Et pour le moment, je ne crois pas que le processus électoral actuel soit une condition pour y arriver. Bon, c'est un débat qu'on va avoir. Bien. Alors, évidemment, il y a des freins. On aura des freins face à cela. Quels sont les freins? D'abord, le premier frein, ça sera évidemment les réactions de pays étrangers, plus exactement sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'il faut bien voir que les États-Unis d'Amérique, les entreprises américaines, ont pénétré toute notre haute technologie. Nous n'avons plus aujourd'hui de secteur stratégique français. C'est fini. Depuis l'an dernier, c'est fini. Bon. Donc, par conséquent, il faudra regagner rapidement Et donc, du coup, à partir du moment où on n'a plus la maîtrise, il n'y a plus de cohérence de nos systèmes industriels stratégiques, en grande partie donc vendus à ces capitaux étrangers. Bien. Donc, du coup, par conséquent, perte de contrôle politique, perte de contrôle de la politique agricole, perte de contrôle de l'édification de l'Union européenne, d'ailleurs depuis Pompidou, puisque Pompidou était l'homme de retour, vous le savez, avec le soi-disant couple franco-allemand qui est un leurre. Les Allemands ont regagné leur Germanie et ont regagné effectivement le Mitteleuropa. De la mer du Nord à la Méditerranée. Bon, c'est pas pour rien s'il y a eu le Brexit. Bon, je passe. Bien. Alors, du coup, forcément, comme tu l'as dit tout à l'heure, fragilisation de nos États,
diminution drastique des nombres de fonctionnaires, au niveau de l'enseignement, du supérieur, etc. Tout ça est aujourd'hui lézardé. Et donc, par conséquent, forcément, on coule. Alors, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes, en termes d'analyse et de capacité de rebondir, c'est la constatation qu'on a tous, je pense, c'est l'état de soumission de la population française, et des travailleurs français. Il y a un état de soumission extraordinaire, dû à la propagande, bien entendu, mais quand je vois des collègues, je suis universitaire, quand je vois des collègues dire « Oh, telle entreprise a été rachetée, mais c'est pas grave, la propriété du capital, c'est pas grave, du moment qu'il y ait le travail, ce soit là, etc. Bon, il y a l'emploi. Quelques temps après, il n'y a plus de recherche et développement, l'entreprise devient complètement volatile, etc. etc. C'est incroyable. Jusque dans les esprits universitaires qui, pourtant, devraient être à la pointe de la compréhension d'affaires. Bon. Bien. Et dans les entreprises, eh bien, je m'aperçois qu'il y a beaucoup encore de travailleurs qui sont dans cet esprit de soumission, y compris d'ailleurs parmi les responsables syndicaux. Bien. Alors, tout à l'heure, on a dit que j'étais à la CGT. Non, je ne suis pas à la CGT, je suis au SNESU. Mais je travaille avec vos collègues, vos camarades de la métallurgie, de la Fédération Métallurgie à Montreuil là-bas, pour remettre en place, pour réfléchir sur une nouvelle industrie de la santé. Donc, ils ont fait appel à nous et on travaille avec eux depuis pas mal d'années. Je pense que, et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un recul extraordinaire de la pensée au sein de la CGT, et je crois qu'il faut qu'on regagne ça d'une manière ou d'une autre, de toutes les manières possibles, pour faire reculer cet esprit de soumission. Tout comme lorsque je lis économie politique. Je lis économie politique, et quand je vois la section économique dire que, après tout, il faut surtout rester dans l'euro, moi, ça me fait rire, parce que je sais très bien, en tant qu'économiste gestionnaire, etc., et mathématicien, que c'est possible. Bon, donc il faut qu'on discute avec ces gens-là pour tenter de changer de vie. Bien. Alors, à partir de là, l'État est laminé, mais y compris nos armées, qui sont aujourd'hui, ils seraient incapables aujourd'hui de défendre le pays. C'est les militaires eux-mêmes qui le disent. Sachez par exemple que les fusils d'assaut, les balles qui servent à ça, sont aujourd'hui produits par les Allemands. Que Comment Oui, c'était. Maintenant, c'est allemand, complètement. Que la tête des ogives MS-21, les Français, sont en fait en Allemagne. Autrement dit, c'est l'Allemagne dit pas question que vous lancez vos MSA parce que vous êtes envahis. C'est plus possible. Et je ne parle même pas des châssis des automobiles militaires qui sont faits en Allemagne. Et que l'Allemagne a interdit d'exporter vers les pays arabes, du Moyen-Orient en particulier. Bon, donc vous voyez que là, on voit que tout est rapport de force. Tout est rapport de force. Et notre diplomatie est aujourd'hui à la part là. Grâce à Kouchner, Juppé, Fabius, etc. Et celui-ci, je n'entends pas d'ailleurs. Mais quand je fais je suis souvent à l'étranger pour mon métier, beaucoup de collègues sont effarés de la position soi-disant diplomatique de la France. Ils disent qu'il n'y a plus de diplomatie française, conduite quasi directement par Israël et par Washington. Bon. Donc vous voyez que là, le mal est profond. Le mal est profond. Mais il est possible d'y arriver. Alors, il faudra, bien entendu, pour s'en sortir, commencer par démocratiser les organisations politiques.
je n'aime pas tellement parler d'entreprise. Hein. Je préfère le terme organisation collective. Alors je dirais quelques mots là-dessus, hein, on va en discuter. Et l'amélioration du niveau de vie devra provenir du travail associé à un rythme bien supérieur à celle en provenance de l'utilisation du capital privé individuel. Hein. Par des mesures qui sont ciblées et contrôlées par l'État, par un contrôle social des prix. Souvent, dans les pays, par exemple, de l'Amérique du Sud, ils nous couillonnent, excusez le terme, par les prix, hein, en faisant augmenter les prix. Bon. Et en veillant, bien entendu, à la liberté de consommer, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Bien. Alors, je passe sur d'autres éléments, parce que le temps passe. Mais en tous les cas, si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies en même temps, ça ne va pas marcher. C'est systémique. Donc, quand vous avez des élus politiques qui nous disent « je vous promets ceci, ceci, sans penser à l'ensemble, il va de soi que ce ne sont que des charlatans. C'est-à-dire qu'il faut en même temps non seulement démocratiser les organisations collectives, mais il faut en même temps démocratiser le système de protection sociale, en particulier faire en sorte qu'à terme, tout soit sécurité sociale. Il faut supprimer les ARS, la T2A, comment remettre la liaison système hospitalier et politiques locaux. Il faut bien entendu nationaliser la monnaie et le système bancaire. Il faut réaffirmer le développement de la culture française et locale, en particulier en redéployant à nouveau les maisons de la culture, en protégeant nos cultures françaises, hors de la pénétration américaine. Je peux vous raconter les anecdotes de mes étudiants quand je leur demande, par exemple, quelles sont vos chansons préférées. Ils me répondent tous à 95%. Ils me citent des chansons américaines. Je dis, mais attendez, pourquoi américaines et d'autres chansons dans le monde? Ah oui, mais c'est la langue pour la chanson. C'est arrivé à ce niveau-là de stupidité. Voilà. Bien. Il faudra bien entendu se soustraire de la coupe otanienne et réorienter bien entendu la diplomatie française. Bon. C'est sur cette base-là qu'on pourra remonter l'affaire. Alors socialiser, ça veut dire quoi? Socialiser les entreprises, les organisations collectives. Le conseil d'administration va être plus élargi. Il ne faut surtout pas que les décisions stratégiques soient concentrées entre quelques mains. Donc, quelles qu'elles soient. Il faudra laisser les startups innovantes, les aider à se mettre en place. Les scopes, etc. Là aussi, il faudra les aider et les tirer du carcan européen qui les empêche d'emprunter, etc. Donc ça ce sont des mesures faciles à faire et assez rapides à mener. Alors, ce qu'il faudra aussi, parce qu'on parlait du capitalisme tout de suite, si on veut casser le capitalisme, il faut casser le salariat. C'est dialectique, comme on dit. Autrement dit, ce qu'on propose, nous, dans le cadre de ces organisations productives collectives, c'est que le contrat du salarié n'existe plus. Il est remplacé par un statut. Comme il existe un statut public, en fonction des missions et des devoirs des travailleurs. Voilà. Donc, ça, ce sont une vision globalisante. Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais il y a autre chose aussi. C'est une grande discussion que j'ai avec nos camarades de la CGT. Ils disent qu'il faut revenir aux 32 heures. Il faut aller vers les 32 heures. Économiquement, c'est possible dans la plupart des situations, pas dans toutes les situations, mais dans la plupart des situations, c'est possible économiquement. Mais moi, je dis, il ne faut pas confondre temps de travail et temps de présence. Certes, on peut descendre le temps de travail à 32 heures, mais 35 heures, il faut rester dans la boîte. Pendant les 3 heures par semaine, eh bien, il faut que les gens discutent sur le plan géopolitique, sur le plan de l'organisation de la production, sur le plan des conditions de travail. C'est de l'auto-formation. D'accord ?
C'est essentiel. Je suis effaré, y compris, parce que je fais quand même pas mal de tours des entreprises, en particulier l'entreprise agroalimentaire en Bretagne, je suis effaré du très bas niveau géopolitique des cadres. Incroyable. Donc, et forcément, à partir du moment où il n'y a pas de vision géopolitique, géostratégique, il n'y a pas de vision d'entreprise, et les syndicalistes sont entraînés dans ce. Voilà ce que je voulais dire. Alors vous me direz, il faut de l'argent pour ça, mais l'argent, il y en a. Voilà. Alors, je peux vous détailler ça si vous voulez. Juste une petite chose et je termine là-dessus. Le taux d'épargne des Français est environ l'un des plus forts d'Europe, 15% de revenus en moyenne. Une partie de cette épargne est placée en assurance vie, entre parenthèses, assurance vie, vous avez vu les banques, hein, qu'est-ce qu'elles vous disent elles assurent jusqu'à 100 millions, 100 000 euros. Hein. Au-delà, on va vous piquer le reste. Hein. L'assurance vie représente aujourd'hui en France entre 1 700 et 2 000 milliards d'euros. Il suffit de déplacer 10 à 15% de cette assurance vie qui part en spéculation vers l'industrie et on rachète tout. Parce qu'il faut 300 milliards, c'est tout. Donc on a l'argent pour racheter, s'il faut aller aux entreprises étrangères, notre système. Et il faudrait le faire vite avant qu'elles nous pompent tout nous savoir. Voilà, je vous remercie de votre attention.